Il ne reste plus que quelques heures au Premier ministre démissionnaire pour mener ses ultimes négociations et trouver un compromis pour la stabilité du pays. Selon Raphaël Glucksmann, l'un de ses visiteurs hier, Sébastien Lecornu ouvrirait même la porte à une suspension de la réforme des retraites. Mais la guerre des partis semble pour l'instant prendre le pas. On peut avoir des discussions, mais il faut acter le fait que le gouvernement soit dirigé par un homme qui ne soit pas proche d'Emmanuel Macron. Deuxième chose, un homme ou une femme de gauche affaiblirait la France. Je connais leur programme. Leur projet, c'est plus de dépenses, plus de matraque fiscale, c'est plus d'immigration et moins de sécurité. Ça n'est pas possible. Sébastien Lecornu a fait savoir que sans entente avec les Républicains, le seul choix sera un Premier ministre de gauche ou une nouvelle dissolution. S'ils veulent nous accorder leur non-censure, je la prends. Je pense que le temps est venu, effectivement, de passer à la gauche. On a essayé quand même 3 premiers ministres de droite successifs avec les résultats que chacun connaît désormais. Mais Olivier Faure l'affirme, le gouvernement, dans ce cas-là, serait bien socialiste et écologiste pour lui, mais les droites et gauches profiteraient mécaniquement au Rassemblement national. Selon la gauche, le président est le seul responsable. Quelque part, c'est à Macron qu'il faut poser la question. Est-ce qu'à un moment, il va comprendre qu'il va trop loin, que plus personne ne le suit, même son propre camp? Le problème, peut-être que ça n'est pas nous et peut-être que c'est lui. Voilà. En tout cas, on va essayer d'être meilleur qu'eux. Marine Tondelier est prête à recréer le nouveau Front populaire de l'an dernier et à s'associer à la France insoumise. LFI, qui réclame toujours et uniquement la destitution d'Emmanuel Macron et ne participe pas aux négociations de Sébastien Lecornu. Pas de rendez-vous non plus pour le Rassemblement national qui, lui, a boycotté les discussions à Matignon. Pour le parti, la dissolution de l'Assemblée nationale est la seule solution. Et on va en parler avec vous. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique. Et Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour, merci également d'être là, directeur de la rédaction de Politis. Alors on voit, dernières heures de négociation pour Sébastien Lecornu qui reçoit notamment aujourd'hui une partie de la gauche puisque Raphaël Glucksmann a été reçu hier. Ça peut aboutir tout ça d'ici ce soir, Elisabeth? Oh là là, mais vous avez des ambitions considérables. Alors il se passe des choses. Comme dirait Raphaël Glucksmann, hier soir, il y a des bougés qui auraient dit, il y a encore quelques jours, quelques semaines, alors là, quelques années, quelques mois, qu'il y aurait l'évocation par Elisabeth Borne, qui a porté la réforme des retraites, la suspension de cette même retraite, de cette même réforme. Bon, voilà, il se passe des choses. Manifestement, la menace qui se précise d'une dissolution éventuellement inévitable, fait que le Parti socialiste, Emmanuel Macron, une partie de la Macronie menée par Gabriel Attal, bouge sur certains sujets. Donc voilà, quel sera l'aboutissement? Parce que beaucoup de questions demeurent. Il y a eu l'abandon du 49.3 par Sébastien Lecornu il y a quelques jours. Aujourd'hui, on parle de la suspension de la réforme des retraites. Il y a encore des éléments à négocier avec la gauche sur la réforme fiscale. Mais à gauche, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même aussi le bazar. Parce que nous avons Olivier Faure ce matin, donc à 10h à Matignon, les écologistes à midi. Que font les écologistes? Si vous avez compris, vous me le dites. Ils veulent à la fois rester avec LFI et puis être quand même dans le game et dans le wagon du gouvernement. Ils doivent choisir, les écologistes. Tout le monde est face à des choix. Et encore une fois, c'est la perspective de la dissolution, évidemment, qui fait bouger. Ouais, et avec, c'est vrai, des socialistes qui misent plutôt sur un accord que sur une dissolution, voire sur une démission. Est-ce que du coup, les choses peuvent aboutir d'ici ce soir, Pierre, selon vous? En tout cas, effectivement, comme le disait Elisabeth, une chose est sûre, c'est que la menace de la dissolution a fait considérablement bouger les choses, ou en tout cas fait se rencontrer des personnes qui n'avaient pas forcément envie de se rencontrer. Les 3 blocs qui n'ont absolument pas envie d'une dissolution, qui est le bloc central, les socialistes et la droite, sont en train de tout faire pour que justement il n'y ait pas cette dissolution. À l'instant, je crois, la présidente de l'Assemblée nationale dit que Emmanuel Macron n'envisage absolument pas dans ces circonstances de dissolution. Donc je pense que l'hypothèse de la dissolution est en train de s'écarter et qu'effectivement la grande question et l'équation la plus improbable, celle qu'essaye de faire M. Lecornu depuis plusieurs semaines et qu'il n'a pas réussi à faire et qui est quand même sur la table aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les demandes de la droite et les demandes de la gauche puissent converger dans un gouvernement aussi
aussi court soit-il, pour pouvoir porter un budget à l'Assemblée nationale, qui est quand même l'urgence absolue du moment, parce que je crois qu'il faut qu'il soit déposé a priori autour du 13 octobre pour un vote avant la fin de l'année. Et donc c'est ça l'urgence du moment, c'est comment concilier la droite, la gauche, le bloc central, pour pouvoir faire aboutir à minima d'ici à la fin de l'année ce budget-là. Et l'équation n'est pas simple. Mais en même temps, bon, on l'a dit, Elisabeth l'a dit, tout est possible. Moi, je me souviens, il y a encore quelques années, 2023, jamais, au grand jamais, on reviendra sur la réforme des retraites, jamais, au grand jamais, il n'y aura de dissolution de l'Assemblée nationale, jamais, au grand jamais, Michel Barnier ne pourra être défait et censuré. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans notre Constitution, dans notre vie politique, qui sont en train d'émerger sous nos yeux, donc tout est possible. On entend parler quand même, là aussi, d'ici ce soir ou demain matin, la possibilité, à l'issue des discussions et des négociations avec M. Lecornu, du retour possible, on en parle à chaque fois, mais là, ça pourrait être plus probable que jamais, un gouvernement un peu technique, un Premier ministre technique qui porterait ce budget et qui permettrait aux différents... sans coloration politique trop identifiée pour que ni la gauche ni la droite ne puissent censurer a priori. Peut-être c'est vers ça qu'on va aller. Ça serait un accord assez décevant quand même, je pense, pour une partie des oppositions les plus farouches. Et vous le disiez, le gros bouger de ces dernières heures, c'est donc cette interview aux Parisiens d'Elisabeth Borne qui dit qu'il faut savoir discuter, qu'il faut savoir bouger et qu'il faut parler d'une suspension de sa réforme des retraites. Alors, ça ne suscite pas un enthousiasme débordant dans le camp présidentiel. On va écouter Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ce matin sur RTL. La question des retraites, on sait qu'elle est centrale, mais elle doit faire l'objet d'une négociation globale. Il ne s'agit pas de renoncer aux grandes réformes que nous avons faites. Je rappelle quand même qu'en ce moment, nous sommes le pays européen où l'âge de la retraite est le plus bas, et certains pays européens sont dans une pleine réflexion pour augmenter l'âge de la retraite. Moi, ça me gêne, et je considère que si on devait aller dans cette direction, c'est dans le cadre d'un deal global. Voilà, ça me gêne, dit Yaël Braun-Pivet. Est-ce qu'elle était un peu dans une initiative personnelle, Elisabeth Borne, ou est-ce que finalement son camp va se rallier à elle? Alors, et non. Elle n'est pas dans une initiative personnelle. On a du mal à imaginer qu'elle n'ait pas évoqué la possibilité de cette interview avec l'exécutif et Emmanuel Macron. Mais je pense que quand vous posiez la question, est-ce que ça peut aboutir ce soir, il ne faut quand même pas déborder d'optimisme. Parce qu'on entend déjà, par exemple, Roland Lescure, le ministre des Finances démissionnaire, expliquer que ça coûte plusieurs centaines de millions à court terme et ne serait-ce qu'en 2027, plusieurs milliards. Il faut un budget à l'équilibre. Donc comment est-ce qu'on suspend une réforme des retraites? D'abord, Techniquement, je crois que la CNAV ne sait pas faire. Comment vous faites pour suspendre une réforme des retraites, par exemple, l'augmentation de 100 € des petites retraites, vous ne le faites plus, vous ne donnez plus cette augmentation, les avantages acquis, vous ne les donnez plus. On voit à peu près comment on peut arrêter le calendrier, mais en réalité, il y a plein d'éléments dans la réforme des retraites. Donc, suspendre la réforme des retraites, c'est une espèce de mantra, c'est un slogan, mais techniquement, on ne sait pas faire. Et ensuite, comment financièrement on peut arriver à un budget à l'équilibre. Vous avez bien sûr Patrick Caner qui disait sur votre plateau, c'est pas compliqué, on va prendre aux riches. Mais si ce qu'on prend aux riches, on le met sur les retraites, comment on fait pour équilibrer d'autres dépenses par exemple, une mesure pouvoir d'achat. Donc tout ça est assez compliqué. Et par ailleurs, ça ne peut pas avoir l'adhésion d'un certain nombre de membres du bloc central et notamment de Renaissance. Il va y avoir effectivement des défections au sein du groupe de Gabriel Attal qui s'active. On avait Laure Darcos, j'en parle même pas. On disait qu'Édouard Philippe, c'était une ligne rouge. Non, mais je parle de Renaissance, je ne parle même pas d'Horizon, qui effectivement sera extrêmement froid. Il voulait 67 ans, on rappelle Édouard Philippe. Donc je trouve que cette affaire, si vous voulez, on sent qu'on avance, qu'il y a des bonnes volontés, mais dès qu'on va arriver à la technique... Pour finir, parce que vous parliez d'un gouvernement de techniciens, ce qu'on pourrait avoir, c'est vraiment 2-3 accords minimaux et puis un gouvernement technique. On fait passer un budget qui ne plaît à personne, mais qui permet, disons, un minimum de stabilité. Et puis après, les difficultés restent entières, mais entières. Donc, si vous voulez, on n'est pas au bout du chemin du tout. Ça bouge, mais est-ce que ça débouche? Pas sûr.
C'est une possibilité et effectivement, c'est peut-être ce qui, aux yeux des Français, pourrait paraître le plus raisonnable. C'est-à-dire que les grandes formations politiques s'accordent pour faire passer un budget. Mais je pense que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas plus politique que la construction d'un budget. Je veux dire, quand on entend Patrick Kanner ce matin à votre antenne dire qu'il a 3 objectifs dans la construction de ce budget, qui est la question fiscale, donc la question de la taxe des plus fortunés, qui est la question du pouvoir d'achat des Français, ça veut dire sans doute une réévaluation peut-être du SMIC, peut-être a-t-il ça dans sa tête, et la réforme des retraites. Il y a un élément sur 3 qui est aujourd'hui quasiment acté, ou en tout cas qui semble être une garantie faite par M. Lecornu. Si ça c'est accordé aux socialistes, de l'autre côté, vous avez la droite qui va être quand même profondément en colère. C'est pour ça que, oui, dans l'idéal, possiblement, compte tenu de l'urgence, il faudrait que ces formations politiques s'accordent, mais comme le budget est éminemment politique, c'est pas la même trajectoire si vous allez dans le sens de la gauche que si vous allez dans le sens de la droite. C'est-à-dire quand la droite vous dit « moi, mon budget, je veux moins de dépenses, donc moins de recettes », et que la gauche vous dit « bah non, moi, je veux un peu plus de dépenses parce que je veux soutenir les bas revenus, etc. » Donc ça veut dire plus de recettes dans les caisses de l'État. C'est pas les mêmes orientations. C'est pour ça qu'on clive. C'est quand même la question qui est au cœur, c'est celle du compromis. On ne sait pas faire des compromis, mais on ne sait pas faire des compromis aussi parce qu'on a l'expérience de ce que ça provoque. C'est-à-dire que les Français attendent des changements, mais le compromis ne permet pas véritablement les changements. Ça fait des coalitions un peu molles. Et souvent, ça déçoit. Ça déçoit parce qu'il n'y a pas de changement au final. Vous ne pouvez pas dire à la fois, Pierre, on ne sait pas faire des compromis, sous-entendu, on n'en a jamais fait, et anticiper sur l'effet que ça produit sur les Français. On ne sait pas, on n'en a jamais fait. La réalité, c'est qu'on a 2 inconnus. Que va faire LR ? Imaginons qu'effectivement, il y ait un accord entre le bloc central et les socialistes pour un accord minimal, suspension, temporisation, débat ouvert sur la réforme des retraites avec vote. On ne sait pas très bien, c'est assez flou aussi, finalement, la demande des socialistes et ce que peut accepter le groupe Renaissance. Mais quelque chose sur les retraites. Effectivement, le 49.3, une mesure de justice fiscale, une mesure de pouvoir d'achat, tout ça dans un équilibre budgétaire qui serait techniquement acceptable par la Cour des comptes et le Conseil constitutionnel. Bref, on arrive à ça. Que fait LR ? Est-ce que LR ne censure pas ? Parce qu'il ne sera pas d'accord, mais est-ce qu'il accepte de ne pas censurer au moment du vote pour que le budget passe ? Parce que les LR, ils sont quand même attachés à, effectivement, le fait que la France soit au minimum crédible économiquement vis-à-vis des marchés et vis-à-vis de l'extérieur et de Bruxelles. Donc est-ce qu'à ce moment-là, ils ne censurent pas et ensuite ils continuent à demander le départ d'Emmanuel Macron, des législatives anticipées, je ne sais pas du tout leur truc, compte tenu de la faiblesse aujourd'hui dans l'électorat. Donc voilà, passer ce cap du budget, est-ce que là, il pourrait y avoir une indulgence? Il reste les filles qui, normalement, devraient censurer, à partir du moment où les socialistes font ami-ami avec une partie du bloc central. Les écologistes, je l'ai dit, il faudra qu'ils sortent de leur ambiguïté. Ils sortiront en penchant du côté de LFI parce qu'ils ont des municipales et que c'est crucial pour eux. Et ensuite, il y a le Rassemblement national. Donc, vous voyez l'équation, mais est-ce que le Parti socialiste, peut-être quelques députés écologistes, tout le bloc central qui veut être réaliste, un budget et une indulgence de LR, ça passe, avec un Rassemblement national qui, lui, censurera sans doute. Ben, vous voyez, on en est là. Mais juste, Elisabeth, sur la stratégie des LR, avec, 72 heures de recul, Bruno Retailleau, il a bien joué ou il a mal joué dimanche soir ? Il a mal joué. Il a mal joué. Il aurait dû attendre quelques heures, passer un coup de fil à Sébastien Lecornu, lui dire « Écoute, là ça passe pas avec Bruno Le Maire, et puis il faut réintégrer Sophie Primas, il faut... » et il aurait peut-être, en 24 heures, il aurait dû sauter dans la voiture, aller à l'Élysée et dire « Votre gouvernement, c'est pas possible, vous me le rééquilibrez ou je m'en vais. » Là, on a le sentiment que... le sénateur qu'on connaît bien ici, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, a peut-être un peu manqué de sang-froid, avec le souffle de Laurent Wauquiez sur la nuque, avec effectivement des remontées de terrain qui commençaient à grincer. Non, il a mal joué parce que, dans le fond, il a perdu le crédit qu'il avait réussi à construire après plusieurs mois de gouvernement. Rien n'est jamais définitif en politique, mais ce n'est pas un épisode qui le sert politiquement. Pierre, c'est aussi oui, je suis d'accord avec Elisabeth. Et puis surtout, depuis
depuis ce moment-là, on a le sentiment qu'il y a une partie de la droite, une partie du personnel politique de la droite, dont les langues se délient de plus en plus. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus, compte tenu de ce qu'on peut appeler être un échec aussi stratégique, politique de Bruno Retailleau. J'entends Sophie Privat, j'entends ce matin le maire de Cannes expliquer que possiblement, compte tenu du fait qu'avec Emmanuel Macron, ça n'est pas possible de faire d'accord parce qu'on est d'accord sur à peu près rien, il est possible d'envisager des accords avec le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, on est en train de franchir un nouveau pas. On l'a vu sur la législative partielle de ce week-end dernier, la position un peu compliquée et un peu incompréhensible presque, si ce n'est qu'il dit qu'il ne faut pas voter pour la gauche, donc il soutient de manière plus ou moins implicite le candidat d'extrême droite qui est arrivé au second tour. Là, on est en train d'assister au-delà du bordel ambiant et de la difficulté politique dans laquelle on est et l'instabilité politique dans laquelle on est en train d'assister quand même à quelque chose d'important, je pense, d'une partie de la droite qui tend la main à l'extrême droite de Marine Le Pen. Et inversement, j'ai entendu Jordan Bardella qui lui-même tend la main à la droite, main qui a été refusée par Bruno Retailleau hier sur le 20h. Mais quand même, le fait que Bruno Retailleau ait échoué, laissant quand même une porte ouverte, ou en tout cas donnant presque raison finalement à la stratégie qui était celle de M. Wauquiez, eh bien les langues se délient. Vous savez, l'électorat des LR est un peu réparti entre 3 tiers. Un tiers qui veut une indépendance totale, qui veut reconstruire une droite républicaine, un tiers qui voulait un accord avec la Macronie, et puis l'autre tiers qui est en train de grossir de plus en plus, qui veut lui faire des accords avec Marine Le Pen. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. Donc c'est une difficulté de plus qui s'ajoute au bloc central de voir que les LR leur échappent petit à petit pour aller du côté de Marine Le Pen. Ouais. Et on a une forme de clarification. Oui. À gauche, les écologistes qui vont devoir choisir. Et LR, aujourd'hui, effectivement, qui est confronté à un choc des plaques tectoniques, une espèce d'épreuve de vérité, à mesure que la perspective d'une prise de pouvoir par le Rassemblement national se rapproche. Et que l'échec du socle commun, quand même, est patent. Donc voilà. Alors justement, le socle commun qui se divise un peu, notamment sur Emmanuel Macron, après la bombe politique lâchée hier par Édouard Philippe. On va écouter le maire de Cannes, justement, David Lisnard, membre des LR, ce qu'il en disait ce matin sur TF1. Il faut retrouver de la stabilité et de l'efficacité. La seule façon, c'est de remettre les choses en ordre. C'est-à-dire d'avoir une démission programmée pour qu'elle ait lieu avant l'été prochain. Une présidentielle aujourd'hui à 1 mois n'a aucun sens. Mais une présidentielle après des législatives n'a aucun sens non plus. Parce que le président de la République... Au cas où il y aurait une dissolution à nouveau ratée. C'est pour ça que la dissolution n'est pas la solution. Voilà, c'est la petite musique qui monte, y compris au sein du bloc central, un départ d'Emmanuel Macron. Alors qui n'est pas soutenu par la gauche, pour le coup. En tout cas, pas par les socialistes. Qui n'est pas soutenu par les socialistes, qui est soutenu par Marine Le Pen, qui dit elle plutôt des législatives anticipées, mais pourquoi pas si Emmanuel Macron devait démissionner, et effectivement la France insoumise. C'est vrai que les taux se resserrent quand même beaucoup sur Emmanuel Macron, y compris parce que vous avez cité Édouard Philippe qui en appelle à une présidentielle anticipée, mais Gabriel Attal, dans un tweet dimanche, était quand même très violent vis-à-vis du président de la République en disant qu'il ne comprenait plus ses choix, et je pense qu'on est assez nombreux. Sur TF1, oui. Sur TF1. Même dans son interview. Ah oui, pardon, c'était sur TF1. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait, c'était dans le 20h. Où c'est quand même, on est quand même nombreux à partager cette idée qu'on ne comprend pas très bien les choix, et surtout l'entêtement d'Emmanuel Macron qui semble ne pas vouloir comprendre la situation politique. Je rappelle quand même si la gauche n'a pas obtenu de majorité en juillet 2024, elle est sortie en tête des urnes, et que quand même la gauche ne cesse de revendiquer. On ne nous a pas essayé, laissez-nous tenter de voir si on est capable de faire voter un budget, de ne pas être censuré de manière aussi rapide. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'avait pas nommé Lucie Castet, c'était parce qu'il était quasiment persuadé qu'elle serait la seule à pouvoir être censurée très très rapidement. Donc c'est vrai que comme les taux se resserrent autour d'Emmanuel Macron, comme Emmanuel Macron apparaît de plus en plus seul, c'est pas illogique que quelque chose qui était impensable auparavant, c'est-à-dire demander la démission d'Emmanuel Macron. Vous savez, quand la France insoumise met la destitution du président de la République, tout le monde sait que ça n'est pas possible et que ça n'aboutira absolument pas. Mais ça veut dire que c'est cette petite musique qui monte et qui rend crédible cette possibilité et cette option-là. Des voix comme Valérie Pécresse, comme le maire de Cannes, David Lisnard, d'autres comme Édouard Philippe. C'est vrai que ça paraissait improbable que ces personnalités-là on arrive à ça. Moi, je pense qu'effectivement, ça pose une question institutionnelle. Je ne sais pas si ça met en difficulté les institutions qui sont déjà franchement instables aujourd'hui.
Je ne crois pas qu'on appelait au peuple ça soit contraire à l'esprit de nos institutions. Au contraire, on est dans une situation de blocage. Je pense qu'il serait tout à l'honneur du président de la République que de considérer qu'il est le problème et que donc, du coup, il doit remettre son mandat en jeu. Est-ce que le fait que ça vienne de son camp, ça peut renforcer justement ces demandes, Elisabeth? C'est à la rigueur qui se dit ça vient du RN et de les C'est ça qui est spectaculaire, vous avez raison. Parce que la demande de départ d'Emmanuel Macron, c'est un réflexe du Rassemblement national et de Jean-Luc Mélenchon. Là, le fait que ce soit Édouard Philippe qui le formule, alors il prend quelques précautions, hein, il l'emballe un petit peu, c'est-à-dire d'abord un budget et ensuite on ne pousse pas à la démission, mais on demande à Emmanuel Macron d'anticiper, de planifier l'organisation d'une présidentielle qui permette, et ça c'est important, qui permette qu'une campagne dure plusieurs mois pour purger les fameux débats de réformes structurelles. Donc que les Français aient le temps de comprendre quels sont les enjeux et qu'ils les tranchent enfin. Parce qu'aujourd'hui, une présidentielle anticipée avec une campagne, rikiki, ça ne réglerait rien. Aucune des passions, aucun des débats ne serait réellement arbitré par les Français. Donc c'est ça qui est important aussi dans la proposition d'Édouard Philippe, c'est une présidentielle, par exemple, dans un an. Et ça, le fait qu'Édouard Philippe, qui a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, le formule, c'est un tabou extraordinaire qu'il brise. D'abord parce que, évidemment, c'est une insulte faite du point de vue d'Emmanuel Macron à la chance qu'il a donnée à Édouard Philippe. Rappelez-vous, il procède de moi, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai viré aussi, et ça, évidemment, ça a beaucoup traumatisé Édouard Philippe. Édouard Philippe qui est l'homme des 80 km/h, de l'âge pivot à 64 ans. Voilà, il n'a pas fait on va dire, il n'a pas pris que des initiatives politiques positives quand il était Premier ministre. Mais bref, c'est passé. Maintenant, encore une fois, il traumatise une partie du macronisme en rompant de cette façon-là avec le président de la République qui, encore une fois, l'a nommé Premier ministre. Mais est-ce qu'il a tort ? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce qu'on peut s'en sortir, dans le fond, sans en passer par des échéances précipitées, sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle le soit. Parce qu'une dissolution ou une présidentielle avec une campagne très brève, à mon avis, ça peut ne pas aboutir. Et donc, le remède serait pire que le mal. Donc, réfléchissons à ça, plutôt qu'une fin de quinquennat qui soit un peu pourrissante, si vous voulez, une organisation présidentielle où on prendrait le temps avec, dans le fond, moi je ne défends pas Édouard Philippe, je dis l'arrière-pensée, je pense, un président qui sortirait aussi peut-être par le haut, plutôt que d'être poussé, acculé au pire, pour lui. Ouais. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron, il est dans cette stratégie? Alors, plus on pousse Emmanuel Macron, moins il a envie de le faire. Mais à un moment, il ne peut peut-être pas l'éviter. Je partage ce que dit Elisabeth, et d'autant plus qu'on ne se souvient peut-être pas, mais la campagne présidentielle a été... la précédente campagne présidentielle, on a été un peu frustrés de ne pas avoir émergé un débat. Il n'y a pas eu véritablement de débat présidentiel. Le projet d'Emmanuel Macron était assez peu lisible, assez peu clair, et que ça a été un des problèmes de cette campagne présidentielle. Et c'est aussi peut-être la grande confusion, ou je ne sais pas comment le dire, qui a fait émerger le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pensait pas que la réforme des retraites puisse être... contesté, y compris par le clan présidentiel. On ne pensait pas non plus qu'Emmanuel Macron, ou en tout cas on disait qu'Emmanuel Macron était absolument certain de ne pas vouloir dissoudre l'Assemblée nationale. Il l'a fait en juin 2024. On ne pensait pas non plus que M. Barnier serait censuré. Enfin, je veux dire... Il y a beaucoup de choses dont on pense qu'il n'est pas possible. On pense qu'il n'est pas possible qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche dans quelques jours. Bon, il semble commencer à y réfléchir, peut-être une personnalité qui pourrait satisfaire la gauche. Donc écoutez, la démission, si à un moment donné, l'étau est tellement resserré sur lui qu'il n'a plus aucun soutien nulle part, et visiblement il va commencer à en manquer quand même des soutiens, forcément la question devra se poser. D'autant qu'il y a le Brune-Pivet. Juste, une petite information. Olivier Faure a dit il y a quelques instants que Sébastien Lecornu allait faire un point d'étape. Donc il est possible que le Premier ministre prenne la parole
Il prendra la parole avant les réunions avec la gauche. Voilà, à 9h30, exactement. Juste avant de recevoir le Parti socialiste qui est donc reçu à 10h. Un peu comme il avait fait vendredi dernier, le dernier jour des négociations, et c'est là qu'il avait annoncé du coup renoncer au 49.3. Est-ce que ça veut dire qu'il peut annoncer la suspension de la réforme des retraites ? En tout cas, tic-tac, tic-tac. Il a jusqu'à ce soir cette mission impossible. Il peut annoncer la suspension de la réforme des retraites. Il peut annoncer des négociations sur la réforme des retraites. La suspension, s'il procède de la même façon, il veut créer un électrochoc, comme avec le 49.3, effectivement. Il veut dire, voilà, nous on en est là, on prend nos responsabilités, maintenant il reste quelques heures, moi je suis un homme de mission, je suis un moine soldat, le président de la République veut que ce soit tranché, je vous prends un témoin, maintenant c'est la gauche qui vient me voir, et ce soir on saura si on est arrivé à un accord. C'est intéressant pour lui, effectivement, de mettre chacun devant ses responsabilités. Il a passé les premières 24 heures, maintenant il va passer les dernières heures à négocier avec la gauche. Et ce soir, il en rendra compte à l'Élysée. On imagine que le convoi partira de Matignon. Et ensuite, est-ce qu'Emmanuel Macron prendra la parole ce soir ou vendredi ou dimanche? C'était un petit peu les rumeurs. Pour l'instant, il ne veut pas apparaître comme mettant les mains dans le cambouis. Mais on sait que de son côté aussi, il cherche une solution, il cherche des hommes, il cherche le qui aussi, pendant que Sébastien Lecornu, lui, cherche le quoi. Mais quelle séquence quand même, enfin c'est quelle séquence politique on est en train de vivre? Et c'est vrai que moi je me pose quand même la question de qu'est-ce que la Constitution française, qu'est-ce que l'esprit de la Ve République n'a pas anticipé, n'a pas pensé pour qu'on en soit dans cette circonstance de blocage institutionnel, de blocage politique. Et c'est là où je me dis peut-être que l'année et demie qui nous reste jusqu'à l'élection présidentielle, s'il ne devait pas y avoir de démission du président de la République, devrait nous permettre, ça a été un engagement du président de la République d'ailleurs, devrait nous permettre de nous interroger sur nos règles institutionnelles. Je ne sais pas s'il faut passer à une 6e République, mais en tout cas, repenser l'esprit de nos institutions, repenser les règles du jeu démocratique pourrait permettre justement là un esprit collectif de l'ensemble des bords politiques de réfléchir à ces nouvelles règles. Parce que je pense que ce qui se passe là, je pense que c'était pas pensé lorsque la Constitution française a été écrite, et que je pense qu'on est face là justement à un blocage qu'on doit débloquer et que de nouvelles règles pourraient voir le jour d'ici à 2017. Et on suivra évidemment cette journée qui s'annonce encore riche, politiquement. Toutes les heures, il se passe quelque chose. Toutes les heures, vous êtes gentille, Elisabeth. Toutes les demi-heures, il se passe quelque chose. On termine par l'histoire du jour. On va dans la Manche. En ces temps de crise politique, de morosité, d'inquiétude, on va se détendre un peu. Est-ce que vous connaissez le yoga du rire? Ah non. Non. Moi non plus, je vous l'avoue. Je vous explique à quoi ressemble. Une séance en direct Je vais vous expliquer. Vous pouvez la faire chez vous si vous nous regardez. C'est à Agneau, c'est une commune de la Manche. Alors d'abord, la règle du yoga du rire, c'est il ne faut pas attendre qu'on vous raconte des blagues. Le but du jeu, c'est de rire sans raison. Pendant la séance, interdiction de parler. Premier exercice proposé dans cette salle de la Manche, c'est se promener dans la salle. Et dès qu'on rencontre quelqu'un, il faut simuler le rire avec la personne. Vous pourrez essayer tout à l'heure sur le plateau. Et du coup, les faux rires se transforment en fou rire. La suite de la séance, c'est encore plus déconcertant. Tout le monde s'allonge au milieu sur une salle, dans la salle, sur un tapis. Et là, ça part carrément en soirée pyjama. Et comme on parle de yoga, quand même, ça se termine par une séance méditation et expression du ressenti. C'est super complet. Alors, si on en croit les participantes, parce qu'il y a 27 femmes et un homme, c'est pas très paritaire, le yoga du rire, ça fait énormément bien, ça met de la lumière dans le cœur, disent-elles, et la conclusion est donnée par une participante, le ridicule ne tue pas. Très bien. Ah oui. On essaiera. C'est quoi la première étape? On se croise et on se marre. On se marre. Et sans se raconter de blagues. Et sans parler, en fait. Voilà, exactement. Bon. Allez, on teste ça tout de suite. On n'a pas besoin de ça en rire. Exactement. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Public Sénat.